visible, ça c'est dans la longueur d'onde visible, donc entre le bleu et le rouge, vous ne voyez absolument rien. Si vous allez dans le proche infrarouge, vous commencez à voir quelque chose. Si vous allez dans l'infrarouge lointain, vous voyez encore beaucoup plus. Pourquoi? On l'a vu tantôt, décalage vers le rouge. Un objet qui est très loin, la majorité de sa lumière est complètement décalée vers le rouge, de sorte que vous avez beau avoir un télescope de 40 mètres en optique, vous ne verrez pas une galaxie qui est très loin. Si vous avez un télescope de 40 mètres en infrarouge, bien là, vous allez être bien placé pour voir les galaxies très loin parce que toute leur énergie a été transformée dans l'infrarouge. Ici, ça nous montre justement les progrès qu'on a faits vraiment phénoménal dans les dernières années avec le télescope spatial. Donc, on est ici, nous, maintenant, l'univers a 13,7 milliards d'années. Bien, déjà, le Hubble Deep Field, donc les 64 heures d'observation, nous ont fait remonter, comme je vous l'ai dit, jusqu'au moment où l'univers avait 1 milliard d'années. Et vous voyez, le Ultra Deep Field nous rend jusqu'au moment où l'univers avait à peu près 500 millions d'années. Donc, il nous reste encore cette région-là à couvrir. Et les instruments qui sont de prochaine génération, qui sont en chantier actuellement, visent justement à explorer cette région-là ici. Donc, le prochain télescope terrestre, par exemple, qui va avoir entre 30 et 40 mètres de diamètre, le miroir. En haut, on va avoir un télescope de 1,6 mètre. La prochaine génération, 30 à 40 mètres au sol. Dans l'espace, ça va être le prochain télescope spatial 6,5 mètres au lieu de 2,5. Et le prochain télescope radio, ça va être 1 km² de surface collectrice. Mais ça va nous permettre de nous rendre dans cette région-là. Naturellement, ce n'est pas des projets qui peuvent être réalisés par un seul pays. C'est pour ça que la prochaine génération d'instruments, je vais vous les montrer dans quelques secondes, tous les pays à travers le monde se sont mis ensemble pour les construire. C'est des observatoires planétaires maintenant. Alors ça me permet maintenant qu'on a exploré la matière lumineuse, la matière qu'on voit, ça me permet de vous amener à parler justement de la matière sombre. Je vous ai dit qu'avant 1970, on pensait que toute la matière dans l'univers était sous forme de matière qui émettait de la lumière, d'étoiles, de gaz, de galaxies. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait dans les années 30 deux astronomes, un qui s'appelait Zwicky, l'autre qui s'appelait Smith, qui ont étudié des amas de galaxies. Alors ça, c'est l'amas de la Vierge, c'est l'amas de galaxies. Donc les galaxies ont tendance à se regrouper en amas, à ne pas se retrouver tout seul dans l'espace, mais à se regrouper en amas. L'amas de la Vierge, c'est l'amas à peu près de 1000 galaxies, le plus près de nous. Et ici, l'amas de Coma, c'est un amas de plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Alors, ce qu'ils ont fait, Zwicky et Smith, c'est qu'ils ont étudié le mouvement de chacune de ces galaxies-là. On sait que les amas de galaxies, ce n'est pas des choses qui sont en contraction ou en expansion, c'est des systèmes qui sont en équilibre. Donc, on peut, en mesurant les vitesses de déplacement de chaque galaxie dans un amas, mesurer toute la masse qui est présente dans l'amas. Alors, c'est ça que Zwicky et Smith ont fait. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus dans les années 30? C'est lorsqu'ils calculaient la masse de l'amas de galaxies, ils trouvaient des masses qui étaient plusieurs fois plus grandes que la somme, quand ils faisaient la somme des galaxies individuelles. Alors déjà, ils sonnaient une cloche en disant, bien, il semble y avoir un problème. Sauf que, vraiment, on n'en a pas entendu parler avant les années 70, où là, un astronome australien, qui s'est adonné à être mon directeur de thèse en Australie, Ken Freeman, a regardé ce qu'on appelle une courbe de rotation d'une galaxie, NGC 300. C'est quoi une courbe de rotation? C'est qu'on prend une galaxie, on mesure sa vitesse de rotation à différentes distances du centre. Et il s'est aperçu que si on voulait expliquer les observations, les galaxies, en fait, tournaient beaucoup trop vite. Okay? Alors, pourquoi une galaxie qui tourne trop vite, ça implique qu'il y a de la matière qu'on ne voit pas? Bien, une galaxie, c'est aussi un système en équilibre. Okay? Alors, c'est un équilibre entre deux forces. Il y a la gravité qui cherche à tout tirer les étoiles vers le centre. Pourtant, une galaxie comme la Voie lactée, les étoiles ne tombent pas toutes vers le centre. C'est un disque qui est en équilibre. Bien, qu'est-ce qui contrebalance la gravité qui cherche à tout tirer vers le centre? Bien, c'est justement la rotation. De sorte que si on mesure la rotation d'une galaxie, à un certain point, on connaît exactement toute la masse qui est présente à l'intérieur de ce point-là, du centre jusqu'à ce point-là. Et donc, je viens de dire toute la masse. Donc, si on mesure la masse à un certain point et qu'on additionne la masse sous forme d'étoiles et de gaz, c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de masse que la somme de masse sous forme d'étoiles et sous forme de gaz. En fait, c'est son article de 1970. Ce qu'il dit, si je traduis ça, c'est qu'il dit que pour NGC 300, la courbe de rotation implique qu'il y a autant de masse non détectée passée la dimension optique de la galaxie que la masse présente à l'intérieur du disque optique. Et pourquoi il conclut ça? C'est que si on a une galaxie, comme la Voie lactée, un disque en équilibre, ici, ce qu'on a, c'est une courbe de rotation. Donc, c'est la vitesse de rotation en fonction de la distance du centre.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Normalement, quand on s'éloigne du centre, la vitesse de rotation devrait augmenter, atteindre un maximum lorsque vous arrivez à la périphérie du disque d'étoile, et ensuite, les vitesses devraient décroître. OK? Pourtant, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on observe? Bien, c'est ça qu'on a vu dans les années 70, c'est que les courbes de rotation, oui, augmentent, atteignent un maximum, mais vous voyez, restent constantes. Et la seule façon d'expliquer ça, c'est que, passé le disque d'étoile, il y a d'autres matières qui sont là, qu'on ne voit pas, mais qui doivent être là pour expliquer que les vitesses ne diminuent pas. Et ça, c'était la première, et ça demeure encore aujourd'hui, une des meilleures démonstrations de la présence de matière sombre à l'échelle des galaxies. Les galaxies ne devraient pas tourner aussi rapidement que ça dans les régions extérieures. Les vitesses devraient diminuer, parce que le disque stellaire, il se termine peut-être ici. Alors ici, les vitesses devraient diminuer. Ils ne diminuent pas, ils restent constantes. Donc, il y a d'autres matières dans les régions extérieures des galaxies qui n'émettent pas de lumière, mais on voit l'effet de gravité de cette matière-là. En fait, il n'y a aucune façon de supposer que toute la matière dans l'univers, de toute façon, émet des photons, c'est de la lumière. Donc, des photons, ça peut être des photons X, des photons dans la lumière visible, des photons radio. Mais il n'y a aucune raison de penser que toute la matière émet des photons qui peuvent être détectés. Par exemple, quand on étudie les étoiles, okay, on sait très bien maintenant, la théorie d'évolution des étoiles, on sait très bien que pour qu'un objet qui se forme puisse émettre de la lumière comme le Soleil, c'est-à-dire, ça veut dire quoi émettre de la lumière? Qu'est-ce qui fait le Soleil? Le Soleil, au centre, il fusionne l'hydrogène, il fait de la fusion, parce qu'on a beaucoup de difficultés à faire dans nos laboratoires ici, mais le Soleil fait ça continuellement, fusionne l'hydrogène en hélium, c'est ça qui produit son rayonnement. Mais on sait qu'un objet doit avoir au moins 8 centièmes de la masse du Soleil pour pouvoir faire ça. S'il y a plus que 8 centièmes de la masse du Soleil, sa force de gravité fait que le centre atteint une température suffisante pour faire la fusion. Mais s'il y a une masse inférieure à 8 centièmes de la masse du Soleil, oui, la matière va se concentrer, la température au centre va augmenter, mais jamais assez pour faire de la fusion et donc émettre du rayonnement. Mais il n'y a rien qui nous dit que quand les nuages de gaz se condensent pour former des objets, des étoiles, bien, qu'il n'y a pas un grand nombre d'objets qui est formé qui a une masse inférieure à 8 centièmes de la masse du Soleil, donc qui n'émettraient aucun rayonnement, mais qui pourraient emprisonner une grande quantité de masse. Donc, la matière sombre, ça pourrait être des étoiles qui ne sont pas suffisamment massives pour faire de la fusion comme le Soleil et émettre de la lumière. Ça peut être, bon, le gaz, par exemple, l'hydrogène neutre, c'est le gaz le plus abondant. Bien, on l'observe en radio. Bien, avant qu'on tourne des radiotélescopes vers le ciel, on ne savait même pas que ça existait. Pourtant, dans notre galaxie, c'est 10 de la matière lumineuse est sous forme d'hydrogène. Puis, quelle idée on a eue de regarder à 21 cm? En fait, ça a coïncidé avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plein d'ingénieurs dans l'armée qui avaient développé des techniques radar, pour des raisons évidentes. Quand la guerre s'est terminée, ces gens-là avaient développé une expertise, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'avions à détecter. Ils ont pris leur radar, ils les ont tournés vers le ciel. C'est comme ça que la radioastronomie a commencé. Et pas longtemps après, on a découvert qu'il y avait une raie à 21 cm et on a identifié ça après ça dans nos laboratoires avec l'hydrogène. Donc, vous voyez, c'est tous des hasards qui font qu'on peut des fois détecter des choses qui sont importantes. En fait, autour du Soleil, il n'y a même pas de corrélation entre la quantité de lumière et la quantité de matière. Autour du Soleil, 95 de la lumière est émise par des étoiles qui sont plus massives que le Soleil, donc des étoiles plus grosses que le Soleil. Pourtant, quand on comptabilise la masse, 95 de la masse est sous forme d'étoiles avec une masse inférieure au Soleil. Okay? Donc, on ne peut même pas se fier à la lumière qu'on voit pour essayer d'estimer la quantité de matière. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit vraiment, mais il faut se fier à l'effet gravitationnel de la matière. Alors, matière sombre, qu'est-ce qu'on appelle matière sombre? Bien, c'est toute matière qui émet aucun photon détectable. Et quand je dis aucun photon détectable, c'est à n'importe quelle longueur d'onde. Parce que pour moi, des rayons gamma, des rayons radio, infrarouges, visibles, ultraviolets, pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est des photons de lumière. Okay? La lumière, ce n'est pas juste du bleu au rouge. Pour moi, c'est tout ce qui est détectable, peu importe la longueur d'onde. Pourquoi on est habitué, nous, de penser en termes de lumière visible? Bien, c'est parce qu'on est habitué à penser en fonction de ce que l'atmosphère laisse passer. Et justement, la lumière visible qui est ici, quand ça, c'est le spectre qu'on appelle électromagnétique, des rayons gamma jusqu'aux ondes radio, bien, ici, on a une grosse transmission dans les ondes optiques. Alors, c'est pour ça que nos premiers télescopes, on les a mis là. Dans l'infrarouge, il y a certaines bandes ici qu'on peut observer à partir du sol, mais il y en a beaucoup